Yes. Donc, vous avez des études qui disent que ça va être la Terminator, on va tous perdre notre job, et des études qui disent que ça va en créer plus, que ça va en détruire. Donc, vous voyez qu'en fait, personne ne sait ce qui va se passer. Pourquoi? Parce que ce n'est pas juste une question de on met un robot et ça tue les emplois. C'est beaucoup plus compliqué que ça. Donc, on va rentrer un petit peu dans ce détail-là. Donc, il n'y a pas de science, il n'y a pas d'études scientifiques qui démontrent les choses. C'est trop, mais il y a plein de facteurs différents, donc c'est impossible de faire de la science. Et quand il n'y a pas de science, c'est quoi? Il y a des croyances. Et les croyances, c'est très bien. Moi, je n'ai rien contre les croyances. Il faut et la science et les croyances. Donc, il y a trois grandes croyances qui s'affrontent dans ce sujet-là. Donc, la première croyance, elle s'appelle la croyance de la destruction créatrice. Donc, ça, c'est la première croyance. Cette première croyance-là, elle dit que dès qu'il y a une nouvelle technologie, elle détruit des emplois qui sont liés à la technologie d'avant et elle en crée d'autres qui sont beaucoup plus importants parce qu'elle amène de la valeur. Donc ça, c'est un penseur économique qui s'appelle Joseph Schumpeter qui parle de ça. Il parle de destruction créatrice. Donc, il y a de la destruction, mais il y a plus de création que la destruction. Donc ça, c'est la première croyance. C'est celle qui est la plus répandue en ce moment chez les dirigeants, les élites et les intellectuels. C'est une technologie détruit les emplois qui sont liés à la technologie d'avant. Elle en crée d'autres. Et comme elle amène de la productivité et de la croissance, il y a d'autres emplois qui sont créés. On prend souvent l'exemple de la machine à vapeur au début du 19e siècle. En fait, bon, ça a mis au chômage les gens qui avaient des chevaux, hein, forcément, puisque c'était les wagons après. Mais ça a aussi amené beaucoup de business, beaucoup de croissance. Et donc, il y a eu plein de coiffeurs, de bars qui sont ouverts, plein d'autres activités qui sont liées à la croissance des entreprises. Et donc, ça a créé plus d'emplois. Ça, c'est le premier argument de cette croyance-là. Le deuxième argument de cette croyance, c'est qu'il n'y a pas de lien entre le nombre de robots, par exemple, et le nombre d'emplois qui sont créés ou détruits. On dit souvent, plus il y a de robots, moins il y a d'emplois pour les humains. En fait, c'est complètement faux. Selon les pays, c'est très, très différent. La société où il y a le plus de robots dans le monde, c'est Amazon. Vous connaissez Amazon. Et vous savez combien il y a d'employés aujourd'hui à Amazon? Il y a 1 million d'employés. Il y a 1 million de salariés qui travaillent pour Amazon. Et l'année dernière, pendant le Covid, ils ont recruté 170 000 emplois. Donc, il y a des robots dans les entrepôts, mais il y a aussi plein d'humains qui font plein de choses. Et la croissance d'Amazon, il y a Amazon Web Services, donc il y a du cloud, il y a plein de choses. Donc, en fait, voilà, le nombre de robots dans une entreprise, ça ne calcule pas le nombre d'emplois qui est créé. Et dans les pays, c'est pareil. Il y a des pays où il y a beaucoup de robots, des pays où il n'y a pas beaucoup de robots. Donc, on prend souvent l'exemple de la Corée du Sud. La Corée du Sud, il y a plusieurs centaines de milliers de robots. Et le taux de chômage, en fait, il est toujours le même depuis presque 20 ans. On prend aussi l'exemple en Allemagne. En Allemagne, en fait, si vous faites la courbe du nombre de robots et la courbe de l'emploi, plus il y a de robots, moins il y a de chômage. Donc, elle est complètement dans l'autre sens, quoi. Au Brésil, c'est le contraire. Plus il y a de robots, plus il y a de chômage. On ne sait pas pourquoi. Et aux USA, c'est deux courbes parallèles, en fait. C'est-à-dire que plus vous augmentez les robots, plus il y a le taux de chômage qui augmente. Donc, en fait, c'est complètement pas corrélé, quoi. C'est pas du tout scientifique. Ça, c'est les deux exemples, on va dire, classiques que sortent les tenants de la croyance de la destruction créatrice. Deuxième croyance, le contraire, c'est la création destructrice. Voilà. Donc, la création destructrice, ça dit que les technologies suppriment beaucoup plus d'emplois qu'elles n'en créent et que les technologies qui sont en ce moment, comme l'IA, comme la robotique, elles vont tellement vite et tellement fort, elles amènent tellement de gains de productivité qu'elles détruisent beaucoup, beaucoup plus que ce qu'elles créent. Donc ça, c'est une autre croyance qui est opposée à la première. Hein. C'est de dire qu'en fait, cette révolution numérique-là, elle va détruire tous les emplois et quasiment autant dans ce qu'on appelle les cols bleus, donc les gens qui travaillent plutôt sur des métiers intermédiaires ou des métiers manuels, et les cols blancs, qui sont les métiers de cadre. Elle dit que comme il y a l'intelligence artificielle qui va supprimer les emplois des cadres et les robots qui vont supprimer les emplois des ouvriers, en fait, tout le monde va perdre son job. Et donc, il y a des gens qui croient vraiment à ça hein, et qui même commencent à travailler. OK. Second recording in progress. Et donc, les tenants de cette croyance-là, eux, ils disent même que tout ce qui a une routine, tout ce qui est une tâche unitaire répétitive, tout ça, ça peut être automatisé. Donc, ça veut dire que dans tous les métiers, il y a une tâche répétitive. Un développeur, par exemple, on peut dire qu'il y a une partie du métier de développeur qui comprend des tâches
répétitives et des tâches unitaires. Donc, eux, les gens de cette croyance disent que tout ce qui est routinier va être automatisé. Et comme il y a de la routine dans tous les métiers, la plupart des métiers vont disparaître. À tel point que les gens de cette croyance disent qu'à la fin, il n'y aura plus de travail, mais plus de travail pour personne. C'est-à-dire qu'il y aura, en fait, tout sera délégué à des algorithmes et à des machines. Et en fait, nous, les humains, on n'aura plus besoin de travailler parce qu'on aura tout automatisé, tout découpé en petites tâches qui seront faites soit par des robots, soit par des algorithmes, soit par les deux. Et donc, il y a des gens qui vont très, très loin, hein, notamment les gens qui sont en Californie et qu'on appelle les transhumanistes. Donc, ils pensent effectivement que c'est la fin du travail. Il y a un livre qui avait été écrit il n'y a pas longtemps par Jeremy Rifkin, qui est un grand intellectuel visionnaire et qui disait c'est la fin du travail. Et donc, la fin du travail, on se dit, mais si jamais on ne travaille plus, qu'est-ce qu'on fait et comment on vit? Et donc là, ils ont une solution. C'est une solution qui a été beaucoup défendue par Mark Zuckerberg, le patron de Facebook, et par plein de gens, aussi bien à droite qu'à gauche. Hein, ce n'est pas une histoire de politique, c'est l'histoire du revenu minimum d'existence. C'est-à-dire que s'il n'y a plus de travail, on n'a plus besoin de travailler. Donc, en fait, on n'a plus d'emploi. Donc, en fait, on n'a plus de salaire, on n'a plus de revenus. Et donc, en fait, c'est la production et la productivité qui est amenée par les machines qui crée de la valeur et qui va créer une masse d'argent qu'on va pouvoir redistribuer aux gens, même s'ils ne travaillent pas. Ça veut dire qu'on aura tous un salaire à vie, parce que les machines vont travailler pour nous, elles vont créer de la valeur, et nous, on n'aura plus besoin de travailler, on sera payé à rien faire. Je ne sais pas ce que vous en pensez, moi, ça ne m'attire pas beaucoup, mais il y a des gens qui se disent, mais c'est super, hein, si on est payé et qu'on n'a rien à faire, c'est trop bien. On peut aller à la pêche et on est payé, ça tombe tous les mois et tout ça. Donc ça, c'est vraiment les tenants de la création destructrice. Ils pensent que toutes les machines et tous les algorithmes vont faire le travail à notre place et qu'à la fin, on aura tous un revenu minimum d'existence. Vous savez, on sera connecté avec des lunettes virtuelles comme dans Ready Player One. On se fera livrer des pizzas et en fait, voilà, on n'aura pas… Bon, bref, je ne sais pas si ça vous fait rêver comme monde, mais moi, pas trop. Et donc, il y a même des gens en France et dans d'autres pays qui ont proposé une taxe sur les robots. C'est-à-dire que plus il y a de robots et plus il y a de l'intelligence artificielle, plus ça crée de la valeur. Et donc, il faut prendre cette valeur-là et puis la redonner aux gens sous forme de salaire. Donc ça, c'est vraiment la deuxième croyance. Et la dernière croyance, c'est la croyance qui va contre ces deux-là et qui dit qu'il n'y a pas de substitution. Ce n'est pas parce qu'on change les technologies qu'il y a des emplois qui vont disparaître, d'autres qui vont apparaître ou que tout va se substituer. C'est une question de dire qu'il faut plutôt que les technologies et les humains soient complémentaires. Donc ça, c'est la croyance de la complémentarité homme-machine et homme-algorithmique. Et là, la question, c'est de dire c'est nous qui développons les robots, c'est nous qui développons les IA, enfin c'est vous plutôt, parce que moi je ne développe rien du tout. Et donc, il faut concevoir les services web, les services numériques et les robots pour qu'ils soient complémentaires des humains et pour qu'on n'en arrive pas à faire disparaître le travail. Et donc, en fait, tout l'enjeu des professionnels du numérique, de vous, hein, ça devrait être d'avoir la meilleure complémentarité entre ce que savent très très bien faire les humains et que ne savent pas faire les machines et les algorithmes, et le contraire. Les algorithmes et les machines font des choses que nous, on ne peut pas faire en termes de force, en termes de travailler où il n'y a pas d'oxygène, il y a des produits toxiques, enfin, il y a plein de choses qu'on peut pas faire. Et il y a plein de choses que les humains savent faire et que les machines ne peuvent pas faire. Dès qu'il y a une interaction sociale, dès qu'il y a de l'empathie, dès qu'il y a de l'intelligence collective. On n'a jamais vu des IA travailler en groupe en mode projet. Vous faites ça toute la journée. On dit souvent que les IA, elles ont à peu près le quotient intellectuel d'un enfant de 8-10 ans. Donc, voilà, on a encore un petit peu de marge, mais elles apprennent vite. Donc les tenants de cette croyance-là disent chacun son travail. Ce que font très bien les machines et les algorithmes, il faut le faire. Et nous, on continue sur l'intelligence sociale, l'empathie. On prend l'exemple des médecins aussi. Un médecin, il peut faire une algorithme ou une IA peut faire un diagnostic, mais ce n'est pas elle qui va parler au patient, le soutenir, avoir de l'empathie. Au Japon, ils ont essayé de mettre des robots en face des personnes âgées qui sont un peu démentes ou en fin de vie. Et en fait, même si elles ont des mimiques ou des choses comme ça, enfin, les gens voient très bien qu'ils parlent à une machine et ça ne va pas du tout. Donc, tous les métiers avec de l'humanité, avec de l'empathie, avec du soin et des choses comme ça ne risque pas d'être remplacé. Donc, les tenants de cette croyance disent on se sépare les choses, les machines et les algorithmes d'un côté et les humains de l'autre. Et ce qui est intéressant dans cette croyance, c'est que dans l'industrie, par exemple, on a cru que mettre des robots, ça allait enlever les ouvriers. Mais en fait, les ouvriers travaillent avec les robots. Et vous le savez aussi, les IA, souvent, elles sont assistants ou assistantes des humains. Donc, en fait, on parle dans l'industrie de cobotique. Ce n'est pas de la robotique, c'est de la robotique en compagnonnage et en coproduction avec quelqu'un. Donc, en fait, c'est les humains et les machines qui travaillent ensemble pour faire une tâche qui, avant,
étaient moins faciles à faire ou moins performantes. Donc, pas de substitution, de la complémentarité, du travail ensemble. Et donc, pour les tenants de cette croyance-là, le plus important, c'est que les gens qui conçoivent des IA et des robots travaillent pour sauvegarder le travail des humains et pour travailler avec les humains. Si effectivement tout le monde travaille à supprimer le travail des humains, bah forcément, on va réussir. La technologie, elle peut faire un peu tout ce qu'on veut, hein. Avec du nucléaire, vous pouvez faire un scanner pour détecter des cancers, vous pouvez faire une bombe atomique. Donc, en fait, vous pouvez choisir. Donc, les tenants de cette croyance-là se disent qu'il faut vraiment travailler sur la complémentarité et pas sur la substitution. Donc, ça, c'est le panorama des 3 grandes croyances qu'il y a en ce moment dans le monde des décideurs et dans le monde de la technologie. À ça, je rajouterai une chose, c'est il y a souvent, tout le monde se met d'accord aussi sur une chose, c'est qu'il y a 3 étages. Il y a ce qui se passe maintenant, il y a ce qui va se passer de maintenant jusqu'à 2030 et après de 2030 à 2040. Et donc, ce qui se passe maintenant, bah, on voit que le travail humain n'est pas du tout supprimé, hein, au contraire même. Il y a de plus en plus de gens qui trouvent des jobs, etc. Mais les progrès de la robotique et de l'algorithmique vont faire que ça va commencer à s'accélérer. Les IA elles vont commencer à gagner en QI, les robots en précision, etc. Et donc là, il va y avoir des effets. Il y a un effet de 2020 à 2030 qui va être assez fort. Et les technologies, comme par exemple le fait d'avoir des voitures ou des camions qui se conduisent tout seuls, la conduite autonome, par exemple, à partir de 2030, ça va être très mature et en fait, ça va exister. Maintenant, si vous regardez les IA qui conduisent des bagnoles, ce n'est pas très glorieux. Il y a beaucoup plus d'accidents et c'est un peu compliqué. Et d'ailleurs, ça pose des problèmes éthiques et juridiques. Mais il paraît qu'en 2040, les IA, les capteurs seront tellement évolués qu'il pourra y avoir de la conduite autonome. Et vous savez qu'il y a beaucoup de gens dont le métier, c'est être conducteur de camions, de camionnettes, etc. Donc là, on peut imaginer des choses. Donc, ce que je vous dis sur ces 3 croyances, c'est à peu près maintenant, mais en 2020, en 2030, ça va se compliquer et en 2040, il faudra encore reposer ces questions-là. J'ai presque fini, hein. Je ne veux pas vous assommer. Donc, en synthèse, ce qu'on sait, c'est qu'on ne sait pas. On ne sait pas comment ça va se passer. On ne sait pas à quelle vitesse. On sait qu'il y a pas, c'est pas soit création destructrice, soit destruction créatrice, soit complémentarité. On sait que ça va créer des emplois, que ça va en détruire et que ça va transformer tous les emplois. Parce que maintenant, il y a du numérique dans tous les emplois. Même un commerçant, il a un site web, il peut recevoir des commandes sur, je sais pas, Deliveroo, Uber Eats ou pendant le Covid, ils ont tout fait à distance. Maintenant, il y a du numérique partout, dans l'agriculture, dans l'éducation. Tout le monde est dans le business du numérique. Et ça, c'est une chance pour vous, parce qu'avant, il n'y avait que les entreprises du numérique qui cherchaient des développeurs. Maintenant, tout le monde cherche des développeurs et des développeuses dans la pharma, dans le cinéma. Donc, tout le monde est dans le business du numérique. Ça ne va pas s'arranger. Donc, ça, c'est sûr. Ça, c'est l'autre chose qui est sûre, heureusement ou malheureusement, c'est qu'à chaque fois qu'il y a eu des technologies, il y a eu des gens pour dire la technologie, c'est mauvais, donc il faut casser les machines. Il y a eu ce qu'on appelait les luddites, donc des gens qui détruisaient les métiers à tisser ou les machines à vapeur parce qu'ils savaient que ça allait prendre leur emploi. Donc là, ce que tout le monde s'accorde à dire, c'est que ce sera compliqué de ne pas laisser faire les technologies. On dit toujours on n'arrête pas le progrès, mais en fait, ce n'est pas juste un slogan, c'est qu'en fait, c'est très, très difficile d'arrêter une technologie une fois qu'elle est là. Bah, en fait, pour le coup, les gens s'en servent et c'est très compliqué. C'est jamais arrivé dans l'humanité de dire bon, on sait faire du feu avec des silex, mais on ne le fait pas. Bah si, en fait, on sait faire, donc on va le faire. Et donc là, c'est rare qu'il y ait des refus ou des rejets. Ce qu'on sait aussi, et ce qui est certain, c'est que ce n'est pas les métiers qui vont disparaître, c'est certaines tâches dans chaque métier. On prend souvent l'exemple du radiologue. Le radiologue, bah, il y a plusieurs tâches dans son métier. Donc, il reçoit la patiente. Bonjour, comment ça va alors? Ça, il y a peu de chances que ce soit automatisé par une IA. Après, il regarde une radio et il fait un diagnostic en disant il y a un problème ou il n'y a pas un problème. Sur le diagnostic d'une radio, personne ne peut battre une IA. Pourquoi? Parce qu'une IA, elle a déjà vu 2 millions de radios. Un radiologue, dans sa carrière, il va en voir, je ne sais pas, 10 000, 20 000. Une IA, elle en a vu 50 millions. Donc, elle sait exactement, en fait, dès le premier truc, s'il y a un problème. Donc, pour le diagnostic, là, le radiologue, là, il est mal. Parce que personne ne pourra faire un diagnostic mieux qu'une IA. Par contre, après, faire le choix, regarder avec le patient, avec sa clinique, comment ça se passe, qu'est-ce qu'il faut faire, dans quel ordre, accompagner tout ça, prescrire. Là, pour le coup, il y aura de l'humain aussi. Donc, dans chaque métier, il y a une partie qui va être automatisée soit par un robot, soit par un algorithme. Donc, quand vous voyez un métier, moi, je m'amuse à faire ça. J'ai fait ça aussi avec Assem il y a 2 jours. On était à Marrakech, on a été manger dans un resto
et il y avait un parking avec une grille automatique. Et il dit, regarde l'automatisation, et il y avait la grille automatique, et il y avait un Marocain qui travaillait et qui me donnait le ticket et qui reprenait le ticket. Donc voilà, alors on aurait pu aussi dire, bah, s'il y a la barrière automatique, il n'y a plus besoin de travailleurs. Mais il y avait quand même un travailleur. Donc il y a des choses qui ne peuvent pas s'automatiser aussi. Là. Donc, ce n'est pas les métiers qui disparaissent, c'est certaines tâches. Donc, dans chaque métier, il y a des tâches qui vont être automatisées. On sait que tous les métiers sont différents. Donc, j'avais regardé, j'avais amené quelques chiffres aussi. Le métier de manutentionnaire, ça, on sait que ça va être très compliqué d'être plus précis et de soulever plus de charges qu'un robot. Les secrétaires de direction, la comptabilité, dans la banque et dans l'assurance aussi, il y a eu beaucoup de choses qui ont été remplacées par des programmes. Les caissiers aussi dans les magasins, les choses comme ça, et peut-être à terme les conducteurs de véhicules. Donc on sait que chaque pays, ce sera différent. Chaque économie, il y a des économies très agriculture, très industrie ou très service. Une économie de service, ce sera compliqué de tout remplacer par des robots et des algorithmes. Alors qu'une économie agricole, on sait que les agriculteurs ont beaucoup automatisé leur production, et pareil pour l'industrie. Et l'autre chose, je prenais l'exemple des caissiers. En fait, on sait qu'on peut faire des caisses automatiques dans les magasins, que c'est à peu près stable et on sait comment on fait depuis 10 ans déjà. Et depuis 10 ans, en fait, on n'a pas vu les caissières et les caissiers disparaître parce que ça mettrait, rien qu'en France, hein, j'ai retrouvé le chiffre, il y a 185 000 caissiers dans la grande distribution, presque 200 000 emplois. Si on met des caisses automatiques, c'est 200 000 personnes qui se retrouvent au chômage du jour au lendemain. C'est impossible. Les entreprises, elles ne pourront jamais licencier 200 000 personnes et mettre 200 000 personnes au chômage. Donc, il y a aussi une question d'acceptation. Ce n'est pas parce qu'une technologie permet de supprimer plein d'emplois qu'on va la laisser faire. Parce qu'en fait, si on n'a pas de substitution pour les emplois, on ne va pas mettre 200 000 personnes à la rue avec leur famille. Donc, c'est aussi ça qui freine la destruction des emplois, c'est qu'on a des politiques, on a des entreprises qui sont responsables et qui n'automatisent pas tout. Sinon, elles pourraient se passer de la plupart de leurs salariés. Donc, c'est une question d'acceptation aussi. Ce qui ne fait pas débat, j'ai presque fini, c'est que tous, on va avoir à changer de métier plein de fois dans notre vie. Notre métier va changer, on va être obligé de changer de métier, on va être obligé de se former tout le temps, de se reconvertir. Ça, on sait, la génération, enfin, je sais pas, de nos parents ou de nos grands-parents, ils trouvaient un emploi, ils restaient dans la même entreprise pendant 20 ans, 30 ans, 40 ans. Là, nous, on sait très bien qu'on va changer plein de fois d'entreprise, mais on va aussi changer plein de fois de métier. Qu'il faudra se reconvertir, que vous ferez peut-être part de l'informatique toute votre vie. Peut-être après, vous allez faire autre chose, la gestion de projet, pourquoi pas un autre métier. Donc, en fait, que ce soit de la création destructrice, destruction créatrice ou complémentarité, la place de la formation et de la compétence, c'est clé. Donc, en fait, les systèmes éducatifs et les systèmes de formation, c'est là où il devrait y avoir le plus d'investissement avec la santé dans tous les États et dans tous les pays du monde, puisque comme le monde du travail va changer de manière, on ne sait même pas comment, on dit souvent que 70% des métiers que vont exercer nos enfants n'existent pas encore. Ils n'ont pas encore été inventés. Comme vous voulez faire une école et des centres de formation, si vous ne savez pas quels métiers vont exister dans l'avenir. Donc ça, il va falloir un système de formation permanente et pas juste je fais une école, je suis formé et après je bosse et après, Inch'Allah, comme on dit. Et l'autre chose où il va y avoir un gros impact, c'est sur la localisation des emplois. On sait très bien qu'en ce moment, dans le monde, tous les emplois commencent à se concentrer dans les métropoles, dans les grandes villes. Vous le voyez bien ici à Youssoufia, c'est extrêmement compliqué de maintenir des emplois en dehors des grandes villes. Donc ça, il y a un mouvement de concentration dans les métropoles des emplois, parce que c'est là où il y a la valeur, c'est là où il y a les entreprises, c'est là où il y a les entrepôts. Il y a un mouvement aussi de délocalisation, ça vous en avez entendu parler aussi. Si c'est moins cher de construire un Macintosh, en ce moment c'est en Chine, si demain c'est en Amérique latine ou à Youssoufia, tous les emplois ils vont aller à Youssoufia, ils vont aller en Amérique latine. Donc comme ça, la spécialisation du travail dans le monde entier va faire que les emplois vont bouger. Donc ça, c'est assez flippant de se dire que les emplois ils peuvent partir dans un pays si jamais c'est moins cher, mais le contraire est vrai. Et c'est peut-être là-dessus que je vais finir pour te laisser les questions. Si on imagine que les emplois peuvent partir dans un pays parce que c'est moins cher ou parce qu'il y a une main-d'œuvre plus qualifiée, ça veut dire que le contraire est vrai. Ça veut dire que si on décrète, par exemple, qu'en plein milieu de la province du Youssoufia, on fait une école de code et qu'il y a parmi les meilleurs développeurs du Maroc ici et qui sont là, ben en fait, les entreprises, elles vont venir là où il y a la main-d'œuvre. Elles vont venir là où il y a les meilleurs développeurs, les meilleures développeuses, les meilleurs ingénieurs.
pourquoi tous les centres de recherche-développement de tous les GAFAM, ils sont toujours aux États-Unis, en Chine ou en France? Parce que c'est là où il y a les meilleurs ingénieurs et les meilleurs centres de recherche-développement. Les entreprises, elles vont être au plus près de la compétence. Et ben, si on dit qu'en plein milieu de Youssoufia, il y a une école de code et qu'elle est de super haut niveau, et ben, il y a un moment, les entreprises, elles vont se dire, bah, nous, on va aller s'installer à Youssoufia parce que c'est là-bas qu'il y a les développeurs, on pourra les recruter, ils resteront chez eux, dans leur famille et tout ça, machin. Comme ça, on n'aura pas besoin de galérer à trouver la guerre des talents. Pour gagner la guerre des talents, il faut être au plus près de la compétence. Ça veut dire que si OCP ou UCODE disent, bah, nous, ici à Youssoufia, on veut faire le plus grand centre de formation de métiers de la cybersécurité du monde, bah, il va y avoir de l'investissement, il va falloir trouver des gens. Mais si les meilleurs experts de cybersécurité ils sont ici, les entreprises elles vont vouloir travailler avec UCODE, ça c'est sûr. Donc soit elles vont venir ici, soit elles vont travailler avec vous ici, et vous, vous pourrez rester ici, en remote. Comme ça, vous travaillerez à distance. Et comme ça, il n'y aura pas de souci. Donc il y a aussi une opportunité de relocaliser des emplois dans les endroits où il n'y en a pas du tout. Parce que s'il y a la compétence, il y aura les entreprises où il y aura le business et il y aura l'argent. Et donc, il y aura, vous pourrez avoir la vie que vous voulez. Donc voilà, c'était un peu brouillon, désolé, mais c'était un premier panorama de ce qu'on peut dire sur la transformation numérique, l'impact sur les compétences et les emplois. Et après, voilà, on peut faire le lien aussi avec Simplon, avec d'autres choses. Merci. Allô, vous m'entendez maintenant? Je vais prendre celui de Fred, ça va être plus simple. Ouais. Ok. Pardon. Bon, en tout cas, merci Fred, comme d'habitude. Voilà, donc on donne la parole à Fred, donc il ne faut pas compter le temps passé aussi après. Voilà, ça c'est un petit peu l'habitude. Merci beaucoup pour ce 360, donc sur la thématique de la transformation numérique, pour ce panorama, comme tu le viens de citer à l'instant. Donc moi, ce que je retiens, c'est, je t'en remercie, voilà, il nous a rassuré un petit peu. Bon, on avait un petit peu peur des robots. Donc d'après Fred, il ne faut pas avoir peur. Donc les robots, ils sont là, donc on va cohabiter avec eux. La preuve, voilà, sur les grandes entreprises, voilà, donc c'est vrai, il y a de l'automatisation, il y a des robots, mais l'humain, il est là. Donc je ne pense pas qu'on a encore atteint le niveau de dire, voilà, on va être remplacé. Donc plutôt, on va cohabiter, on va utiliser la machine d'une manière encore plus efficace et plus optimale pour qu'on nous aussi, voilà, on se détache un petit peu des tâches voilà, qui n'ont pas beaucoup de valeur ajoutée. Donc, merci les participants qui sont en ligne avec nous sur ce webinaire. Donc, on a eu pas mal de questions en ligne, on va les passer aussi. Mais dans un premier temps, on va donner la parole à nos futurs voilà, talents qui sont là, donc les yo-codeurs. Fred nous a dit, voilà, il faut qu'on bosse ensemble pour que les entreprises viennent s'installer ici. Ça vous évitera le voyage, d'aller les voir à Rabat, Kazakh, Nitra. Et ça, c'est possible aussi. Voilà. Donc, ce n'est pas quelque chose qui est inimaginable. Et c'est comme ça que ça a commencé dans pas mal de patelins, même aux États-Unis. Hein. Donc, voilà, là où il y a les talents, on va aller les voir. Donc, ce que je vous propose, voilà, donc s'il y en a parmi vous qui souhaitent voilà, poser des questions directes, en français, en arabe, en anglais, it's up to you, on n'a aucun problème avec ça. Fred, il comprend parfaitement l'arabe. Donc voilà, avec un petit traducteur en IA, ça va le faire, c'est rapide. Et, ouais, voilà. Donc si vous avez des questions à poser directement, on pourra voilà, donner le micro à quelques. Ouais, ça marche? Ok, ça. Très bien. Voilà, super. On a un Yocodeur au fond. Alors, juste pas de questions sur le code. Fred, il ne connaît rien. Voilà. Attention. Ah bon. En front, oui. En front, voilà. Donc, c'est des questions en front, oui. Bon, bonjour tout le monde. Moi-même, je ne suis pas un super codeur. Ça ne pose pas de problème. D'accord. Voilà, vous allez vous entendre alors. Bon, je veux dire merci pour tout le monde. Merci Frédéric pour cette présentation. Ben, pour l'instant, moi, je suis à la base un entrepreneur social. J'ai intégré YouCode pour développer mes compétences dans le code. Et je veux juste savoir, parce que vous avez dit que vous cherchez du financement pour les ONG. C'était au début et après, vous avez pris la décision de chercher du financement pour créer des écoles pour donner des formations gratuites en coding. Bon, pour moi, l'idée de ma startup, c'est qu'on recherche des budgets RSE pour les transformer en budget humanitaire. Je veux juste savoir comment je peux le faire si ça ne pose pas problème. Et merci bien.
En fait, tu vois. Je ne sais pas, mais ce que je sais, c'est que peu importe ce que tu as envie de faire, il faudra que juridiquement, les entreprises, si elles ont envie de prendre dans leur budget RSE ou si elles ont envie de prendre dans un budget de fondation pour faire de l'humanitaire avec toi, il faudra qu'elles puissent le faire. Donc, il faudra que ton entreprise, peut-être que ce ne sera pas une entreprise, peut-être que ce sera une association, peut-être que ce sera les deux. Peut-être qu'il faudra avoir, comme Simplon, on a une entreprise, une fondation et une association. Donc, en fait, si tu es sûr que les budgets RSE ils peuvent se transformer en humanitaire, à ce moment-là, une entreprise peut travailler avec les budgets RSE d'une entreprise. Mais si tu n'es pas sûr, peut-être que c'est pas, il ne faudra pas qu'une entreprise. Ce que je veux dire, c'est que ton modèle économique et ce que tu as dans la tête, peut-être que peut-être que ça ne correspond pas à ce que les entreprises vont vouloir faire. Peut-être qu'elles vont se dire non, 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 moi, ce n'est pas mon budget RSE, je veux travailler avec toi, mais moi, c'est ma fondation qui doit donner de l'argent. Et la fondation, elle peut donner qu'à une association, pas à une entreprise. Et toi, si tu n'as qu'une entreprise, tu vas dire merde, en fait, j'ai une entreprise et je n'ai pas d'association. Donc, je ne sais pas si on peut transformer les budgets RSE en budget humanitaire, mais ce que je sais, c'est que l'argent peut venir de la RSE, mais il peut venir de la fondation, il peut venir de l'État, et que tous ces acteurs-là, ils n'aiment pas forcément travailler qu'avec une entreprise. Peut-être parfois, il faut une ONG, quoi. Mais ça ne répond pas vraiment à ta question. Hein. Bon, pour l'instant, je veux juste vous donner une clarification. En fait, la tâche principale de notre startup, c'est de créer une image de marque solidaire. Alors, soit on va chercher des budgets RSE, soit on va chercher des budgets publicitaires. D'accord, donc c'est comme une agence de communication. Effectivement, c'est ça. Ah, super. Bah, avant Simplon, c'est ça que j'avais fait, moi. J'ai fait une agence de communication pour la RSE. Et bah oui, alors quel est le problème? C'est quoi la question? C'est le process, comment je peux targeter les grands corporates pour aller chercher leur budget RSE. Et tu as déjà testé ton idée sur, je sais pas, un directeur de la communication, directrice de la communication non, ou un directeur encore. RSE? Ouais, je pense que c'est la première chose à faire de toute façon dans toutes les startups, c'est aller tester son produit. Donc, si tu sais, toi, ce que tu peux amener comme valeur, il faudrait effectivement trouver un directeur RSE, un directeur de la communication et un directeur général. Quand je dis un, ça peut être une. Hein. Et tester l'idée et surtout tester le prix. Est-ce qu'ils ont des budgets? Combien ils sont prêts à mettre sur la partie communication, branding, marketing? Est-ce qu'il y a des budgets spécialisés là-dessus? Est-ce qu'il faut travailler avec d'autres grosses agences de communication qui ne sont pas RSE et pas solidaires pour que toi, tu leur amènes cette brique-là? Nous, c'est ce qu'on avait fait quand on a avant Simplon. J'avais créé une agence de communication qui s'appelle l'agence Limite et qui fait de la RSE. Et soit on travaillait avec d'autres agences de communication plus grandes et nous, on leur amenait l'expertise RSE solidaire, soit on avait des gens qui avaient des budgets spéciaux pour la RSE et à ce moment-là, on allait les voir et les clients étaient en direct. Il faut tester ton produit. Ouais. Il faut que tu ailles voir. Tu fais le test. Merci bien. De rien, bon courage. Merci Fred. D'autres personnes, d'autres apprenants? On est nombreux quand même, donc ça nécessite des questions. Ouais. Merci. Bonjour. Merci. Merci pour votre présentation. Mais j'ai une question. Alors, vous avez mentionné que vous avez créé YouCode pour que les entreprises dans les grandes villes cherchent des candidats à partir d'ici. C'est ça. Pourquoi vous n'avez pas pensé à créer YouCode dans les grandes villes, comme Casa, Rabat et Tanger? Déjà, je vais clarifier quelque chose. Ce n'est pas nous qui avons créé YouCode, c'est OCP. Donc ça, c'est très important de le dire déjà. Et donc, pour OCP, il fallait créer YouCode dans les endroits où ils ont des activités. Donc, c'est pour ça que ça pouvait être que des endroits où il y a des activités de l'OCP, des mines de l'OCP. Donc, ça, c'était la première chose. Ça faisait partie de la demande, c'est créer des écoles de code là où l'OCP est présent pour les communautés qui sont autour des implantations de l'OCP. Donc, ça, c'est ce qu'on fait avec YouCode. Et ça, voilà, ça n'a pas vocation à aller, mais je ne veux pas parler à la place d'Adil ou de l'Arbi, mais peut-être que YouCode va s'exporter dans d'autres villes, mais pour l'instant, en tout cas, c'est dans les villes OCP. En revanche, et ça, Kassem en parlera mieux que moi, il y a des écoles avec la méthode Simplon qui sont à Tanger, à Casa, ça tu peux en parler, et il y en a. Alors, ce qu'il faut ajouter aussi, en fait, c'est que le but aussi, voilà, donc on ne s'est pas implanté dans les métropoles et les grandes villes. On a estimé que là-bas, en fait, il y a assez d'offres de formation, que ce soit gratuites ou payantes. Donc, Casablanca,
Vous avez l'embarras du choix pour se former au développement web, web mobile, que ce soit aussi gratuite, pas beaucoup gratuite, en tout cas payant. Et donc, on a estimé que cette population, elle a assez d'offres de formation et dans les régions un petit peu reculées, donc comme Youssoufia, le sud aussi, un petit peu le nord, bah, les jeunes n'avaient pas d'offres de formation. Donc, ils étaient dans l'obligation de se déplacer vers des grandes villes. Et j'imagine, voilà, donc ça génère du coût derrière, des budgets. Et parfois, en fait, ce qui se passe, c'est que ces jeunes renoncent à la poursuite de leur formation parce que tout simplement, c'est loin, c'est Rabat, c'est Casa, c'est Kinitra, et on n'arrive pas à se déplacer. Donc, le loyer il est cher, on n'a pas les moyens. Et donc, c'est pour ça, en fait, cette politique de s'installer et s'implanter là où il y a du besoin en offre de formation. Et l'offre qu'il y a aujourd'hui à Soufia, je crois que c'est l'offre qui est compétitive et je ne pense pas qu'il y a la même chose dans les autres villes. Alors, on a la même chose à Tanger, mais c'est le même modèle aussi, c'est gratuit. Tanger aussi, c'est une ville, il n'y a pas beaucoup d'offres. Et donc là, on a le même modèle de YoCode. Là, on va continuer à se développer sur le territoire marocain. Donc, les régions là où le CP aussi il est installé, parce que c'est aussi vis-à-vis de la population pour accéder à la formation de demain. Et aussi dans des régions, peut-être qu'il n'y a pas le CP, mais voilà, des régions où vraiment on a besoin de proposer un catalogue de formation sur les métiers de demain d'une manière en tout cas gratuite et accessible pour ces jeunes-là. Voilà un petit peu les raisons pour lesquelles on s'est installé à Soufia et Safi. Je ne sais pas si ça a répondu à ta question ou c'est bon? Oui, c'est bon. Ok, merci. Alors, est-ce qu'il y a d'autres personnes qui souhaitent poser des questions ouvertes, hein? Donc, ça peut parler de la transformation numérique ou bien autre chose aussi hein, qui concerne peut-être votre intégration à YouCode. Là, on est avec les grands patrons, voilà, donc c'est le moment de poser les bonnes questions. Bah, si je comprends bien, donc il n'y a pas de questions, tout va bien? Plus rien? Ouais, justement, on va les reprendre. Donc, du coup, ici en salle, donc on a eu des questions. Donc, voilà, en ligne, il y a Nadir, c'est ça? Nadir, je ne sais pas s'il peut activer son micro. En fait, on a vu la question, mais on a du mal un petit peu à la cerner. Voilà, la question, c'était serait-ce cause du niveau d'éducation de la population? Est-ce que Nadir, tu peux reprendre le micro et voilà, développer un petit peu plus ta question par rapport au panorama qui a présenté Fred tout à l'heure? Je ne sais pas si Nadir Sinasser nous entend. OK. Oui, alors vous m'entendez? Parfait, super. On te reçoit, Nadir. Merci. OK. Donc la question, c'était au moment où Monsieur Frédéric parlait des fois on voit dans certains pays que disons, la robotique pose un problème au niveau du chômage et dans certains pays que ça ne pose pas de problème. Je pense, j'ai posé un moment la question, je disais c'était peut-être lié au niveau d'éducation de la population. Par exemple, au Brésil, ça touche directement des jobs qui sont assez, disons, qui ne demandent pas beaucoup d'éducation. Et donc, ça touche cette catégorie sociale. Et que dans des pays comme la Corée, où je pense que ça pose moins ce problème. Donc, c'est toujours relié à cette problématique d'éducation, effectivement, et donc à la formation de cette population à des métiers, disons, à une éducation, à des métiers qui demandent un peu plus d'éducation. Et c'est pour cela que la robotique peut être vue comme vraiment un facteur négatif si on reste dans ce schéma d'éducation et qu'on ne passe pas dans des nouvelles formes d'éducation qui vont avec la nouvelle robotique, avec les nouvelles donnes et disons avec la nouvelle technologie. Et c'est pour ça que je pense que Simplon et d'autres sociétés qui sont dans ce domaine ont beaucoup d'avenir parce qu'il faut vraiment former rapidement et augmenter le niveau d'éducation et le faire très rapidement sur une population qui n'est pas éduquée à la base. Et je pense que là est le bénéfice de Simplon ou d'autres disons, sociétés qui sont dans ce même domaine. Donc ça, c'était la première question. Mais j'ai une deuxième question aussi qui est revenue après à M. Frédéric par rapport au fait qu'il disait qu'on pouvait créer une société et avoir une ONG et une fondation à côté. Je voulais, peut-être, je ne sais pas si c'est hors sujet, mais je voulais voir comment la possibilité était de faire. Est-ce que c'est le même nom? Est-ce que ça ne pose pas des problèmes juridiques? Mais bon, c'est une deuxième question. Merci.
Oui, vous avez tout à fait raison, Nadir. Hein. Ce qu'on constate, c'est que la transformation numérique, l'automatisation, elle fait ce qu'on appelle une polarisation des emplois. C'est-à-dire qu'elle fait disparaître les emplois de type intermédiaire ou des emplois très, très peu qualifiés. Et elle crée souvent beaucoup plus d'emplois qualifiés ou alors des emplois vraiment très, très peu qualifiés, comme les emplois qu'on peut avoir dans l'ubérisation ou des emplois vraiment très, avec des tâches unitaires ou des choses très peu qualifiées. Donc, un pays qui est très, très éduqué ou un pays qui est peu éduqué, effectivement, vous avez tout à fait raison, l'impact n'est pas du tout le même. Entre le Brésil et la Corée, c'était un bon exemple de montrer les deux. Et sur la deuxième question, dans tous les pays, il est compliqué de mélanger ce qu'on appelle la lucrativité, donc les structures qui gagnent de l'argent, qui sont censées en gagner, et la partie non-profit et la partie non lucrative. Donc, en Europe, en Amérique du Nord et dans pas mal de pays soi-disant développés, on peut le faire parce qu'il y a des structures comme Simplon en France, par exemple, qui sont des entreprises sociales. Donc, c'est des entreprises, mais le but est social et on est dans un cadre qu'on appelle la lucrativité limitée. Ça veut dire qu'on est une vraie entreprise, mais pas vraiment une vraie entreprise parce qu'on ne vise pas le profit, on vise l'impact social. Et dans tous les autres pays, souvent, il y a une séparation assez forte entre le lucratif et le non lucratif. Et à ce moment-là, il faut choisir un peu son camp. Et soit on est dans le secteur lucratif et on crée une fondation d'entreprise, hein, je crois que c'est le cas de l'OCP d'ailleurs, qui est une entreprise et qui a une fondation. Ou alors on est une association ou un non-profit et on peut créer des filiales qui sont lucratives, mais qui remontent l'argent dans l'association. Et dans les deux cas, ce qui est très compliqué, c'est d'avoir quelque chose de non marchand qui travaille avec quelque chose de marchand qui ont le même nom et qui ont les mêmes dirigeants. Ça, souvent, l'administration fiscale, dans tous les pays, elle n'aime pas du tout ça, parce qu'elle appelle ça des choses qui sont consanguines. Et donc, ce qui est souvent interdit ou compliqué, c'est d'avoir une association qui a des subventions et des dons, qui fait de la concurrence au secteur marchand, ou alors qui est très, très proche d'une entreprise qui porte le même nom et avec les mêmes dirigeants. Donc ça, c'est l'élément sur la deuxième question. Donc, c'est possible de faire cohabiter lucrativité et non-lucrativité, mais il ne faut pas le faire dans n'importe quel ordre. Souvent, on ne peut pas le faire en donnant le même nom aux deux structures, sauf quand c'est dans le sens d'une entreprise qui donne son nom à une fondation, comme la fondation ECP ou la fondation Simplon. Mais quand c'est dans le sens contraire, quand c'est du non lucratif qui valorise une offre lucrative, effectivement, ça ne peut pas avoir le même nom et les dirigeants ne peuvent pas avoir les mêmes. Mais ça dépend vraiment des pays. En gros, c'est ça la philosophie. Merci. En fait, j'ai juste, par rapport à la première partie, la problématique, c'est de faire passer ce message, comment y arriver rapidement dans des sociétés où le niveau d'éducation est faible. Et donc, on voit ça comme disons, une menace plutôt que, disons, un avantage. Et donc, bon, je sais pas, il y a beaucoup de sensibilisation et de changements à faire. Et pour cela, je pense qu'il faudrait vraiment généraliser votre business model ou votre façon de travailler à toutes les, donc pas qu'avec l'OCP, disons avec tous ceux qui pourraient travailler avec vous dans d'autres villes et procéder disons, à un enseignement formateur gratuit de 2 ans, une formation qui permettrait de scaler rapidement et d'avoir le plus disons, de programmeurs le plus rapidement possible. Ouais, pour nous, il y a une fusée un peu à 3 étages. La première partie de la fusée, ce n'est pas ce qu'on a fait au début de Simplon, mais on a beaucoup participé. En France, le code et l'informatique est devenu obligatoire dans les programmes scolaires du CP à la 5e. Moi, j'ai écrit un livre sur le sujet en 2014, ça s'appelait « Lire, écrire, compter, coder ». Voilà, donc je ne suis pas codeur, mais je sais qu'il faut apprendre à coder au moins pour la culture. Et maintenant, il y a du Scratch, donc le logiciel du MIT, et du Python dans les programmes scolaires des enfants, maintenant à l'école. Et donc ça, c'est pour moi le premier niveau, parce que tu as raison. Peu importe le niveau d'éducation d'un pays, plus il est haut, mieux c'est, bien sûr. Mais même s'il n'est pas très haut, d'avoir au moins une sensibilisation à l'informatique, au code, à l'algorithmique dès les niveaux primaires ou secondaires, c'est très important, parce que ça donne des idées et ça peut permettre aux gens de s'auto-former. Après, la deuxième étage de la fusée, c'est ce qu'on fait avec UCode et ce qu'on fait avec Simplon, des formations gratuites, dans les endroits où il y a des demandeurs d'emploi et où il n'y a pas beaucoup d'offres de formation, comme c'est le cas ici, mais c'est le cas aussi dans les zones rurales en France, aussi beaucoup en Outre-mer, où
ou dans des endroits ou dans des pays où jamais tu aurais l'idée de monter une école d'informatique. Ça, c'est le deuxième étage. Et le troisième étage, c'est la partie reconversion. Donc ça, c'est très important. Je prenais l'exemple tout à l'heure des métiers de la banque ou des métiers d'hôtesse de caisse ou de caissier. À Simplon, on a une division spéciale qui s'appelle Simplon Corp, qui travaille que pour les salariés et qui fait exactement la même chose que vous faites vous ici, mais pour des salariés dont le métier est en train de disparaître. Donc, on va prendre par exemple des postiers, parce que maintenant, plus personne n'envoie de courrier par la poste, des guichetiers de banque, où maintenant on fait tout un peu par Internet, ou des hôtesses et des hôtes de caisse qui sont remplacés par des machines. Et au lieu de leur dire, bon, bah, votre job, il n'existe plus, donc ciao, vous allez au chômage, en fait, on les reconvertit et on leur propose une formation comme la vôtre. Et donc, en fait, de caissière, postier ou guichetier de banque, ils font 1 an ou 2 ans avec nous et ils deviennent développeurs ou développeuses pour rester dans leur boîte. Parce que les boîtes à la poste, ils licencient des postiers et ils embauchent des développeurs. Donc, il y a un moment, en fait, on n'est pas obligé de licencier les gens, on peut faire de la reconversion. Et donc, Simplon a des programmes de reconversion comme ça sur les métiers obsolètes pour les reconvertir dans les métiers pénuriques, en pénurie, quoi. Donc, ça aussi, c'est un grand avenir sur la reconversion parce que, vous l'avez dit, Nadir, il faut arriver à se former gratuitement et rapidement à ces nouveaux métiers. Mais c'est vrai aussi pour les salariés. Si les salariés ne continuent pas à se former quand leur métier disparaît, ils vont finir au chômage. Merci. Merci Fred d'avoir répondu à Nadir. Donc on va prendre une dernière question qui a été posée par YouCode. Donc je ne sais pas la personne qui a posé la question, mais en tout cas j'ai l'impression qu'il parle au nom de tout le monde. Voilà, Anonymous, c'est bien. La question c'était sur la poursuite des études en France après ce parcours de formation à YouCode. Je pense que voilà, je vois les têtes qui se hochent un petit peu là, ça intéresse tout le monde. Pourquoi vous n'avez pas posé la question directement alors? Bon, c'est pas grave, on vous a eu. Je vais juste faire un petit rappel au fait du projet et du programme en fait de YouCode. Alors ça aussi c'est bien de le garder aussi en tête, c'est que l'objectif pour nous c'est vraiment de vous donner l'accès au marché du travail. Ça veut dire en sortant de YouCode, vous avez un métier. Donc c'est pour ça qu'on appelle nos formations métier. C'est-à-dire on ne va pas vous former un diplôme d'université qui va vous former aux connaissances et au savoir. On va vous former aux compétences nécessaires au métier de développeur. Donc, l'objectif principal de YouCode, c'est que vous soyez des développeurs en sortant, vous soyez des full stack pour intégrer les entreprises. Cela dit, rien, bien évidemment, n'empêche en fait, d'être ambitieux ou ambitieuse, de continuer des études parce qu'on a l'appétit site ouvert au code et à la programmation. C'est un droit, c'est une bonne chose. Mais pour répondre à la question précisément, les études en France, alors nous, on donne une certification Simplon, donc qui est reconnu ici au Maroc. Je donne l'exemple simple, on va être transparent et clair. Vous avez fait vos études à YouCode, vous avez votre certification 2 années, vous êtes brillant, vous allez continuer vos études en France. Donc, pour que vos études soient, votre certification soit reconnue en France, le parcours il est simple pour nous Simplon. Tout simplement, il faut refaire en fait ce que vous avez fait aujourd'hui ici en examen. Vous passez un examen sous la tutelle de Simplon aussi. Donc là, on a fait le test avec des gens qui sont venus de Tunisie, sans aucun problème. Et parce que après, vous allez avoir accès en fait, à la certification Simplon France, qui est reconnue par l'État, le ministère du Travail en France. Et ça vous donne en fait la porte vraiment à accéder à d'autres études supérieures si vous avez envie. Mais je reviens là-dessus toujours. L'objectif principal, c'est vraiment accéder à un métier, avoir un métier à la sortie de YouCode. C'est ça un petit peu notre objectif. Donc voilà, je ne sais pas si j'ai répondu à la question ou ce n'est pas clair pour quelques-uns ou quelques-unes. Je sais que la question était posée ici en salle, je suppose, c'est ça? Il n'y a pas de mal, c'est YouCode. OK, très bien. Donc, je vais ajouter juste une question, 2 petites questions, Fred, pour terminer ce webinaire. Je sais qu'on a débordé un petit peu sur, en fait, tu as beaucoup parlé de la transformation et voilà, les métiers qui vont changer, tout ça. Et donc, le mot qui va revenir tout le temps, c'est l'automatisation. En fait, la question, voilà, quel impact en fait, va avoir cette automatisation sur en fait, les différents métiers d'aujourd'hui et je vais plutôt parler même des métiers qui ne sont pas 100% tech en fait. Voilà, donc comment tu vois, en tout cas particulièrement sur Focus, en tout cas Maroc ou bien Afrique, parce que voilà, par rapport à l'Europe, je sais voilà, qu'ils ont anticipé ça
ils sont rentrés dans un processus de formation, de reconversion, voilà, au lieu de licencier les gens, ils se reconvertissent voilà, donc à des nouveaux métiers. Et nous, donc l'automatisation, on est en train d'être rattrapé par ça. Comment tu vois en fait l'impact de l'automatisation aujourd'hui sur les métiers existants aujourd'hui ou bien les métiers qui vont disparaître en fait? Ma question est large. Hein. On va refaire le webinaire. Alors, on recommence tout. Non, non, non. Franchement, je ne sais pas. Je sais pas. Je sais qu'il y aura des opportunités et des problèmes dans les deux sens pour le Maroc. Pour moi, il y a une opportunité de relocaliser des emplois ici et de créer de la valeur ici. C'est lié aussi au système d'éducation au Maroc. Mais je sais qu'il y a plein de métiers traditionnels. Je ne sais pas, par exemple, s'il y a un très fort degré d'automatisation dans les métiers de l'OCP, par exemple, sur l'exploration des phosphates. Et je ne sais pas, en fait, j'imagine que oui. En tout cas, tous les métiers ont une partie qui est automatisable. La question, c'est est-ce que le gouvernement marocain et les entreprises, elles vont choisir d'automatiser, de créer de la production si ça ne donne pas des emplois aux gens. En fait, les politiques et les entreprises, elles sont tiraillées entre deux choix, être plus rentable et donc, pour le coup, peut-être travailler avec moins de gens, mais avec plus de robots, et en même temps, avoir une société qui devient pauvre parce que personne n'a de travail et en fait, il y a je sais pas, des gens qui sont au chômage, qui n'arrivent pas à maintenir leur niveau de vie de famille. Personne n'a envie de faire ça. De la manière que personne n'a envie d'avoir une planète morte où l'environnement est détruit, parce qu'il n'y a plus de business à faire sur une planète morte, et il n'y a pas de pays qui peut tenir si 80% de la population est au chômage. Donc en fait, il va y avoir, même si le Maroc peut automatiser des choses, elle ne va pas forcément le faire parce qu'elle va vouloir que sa population continue à vivre décemment. Donc, pour le coup, ça va être un arbitrage entre les deux. Mais après, pour revenir sur ce que vous faites, vous, ce que moi, je me poserais comme question, c'est quels sont les nouveaux métiers qui sont liés à cette automatisation et dans lesquels vous allez pouvoir vous spécialiser parce que ceux-là, ils vont être en très forte demande. Donc, il y a les métiers de la programmation, bien sûr, les métiers de la data, les métiers de l'IA aussi beaucoup, et les métiers de la RPA, de la robotique, justement, pour les processus cognitifs. Et après, quelle est la part des tâches de ce que vous apprenez maintenant qui est automatisable? Il y a quelques semaines, il y a GitHub a annoncé un truc qui s'appelle Copilot ou Autopilot, je ne sais plus, Copilot. C'est en fait une IA qui génère du code, qui code en fait, et qui fait une partie de l'automatisation du code. Donc ça a fait beaucoup de polémiques dans le monde des développeurs parce que vous savez très bien, parce que vous apprenez votre métier, être un développeur, ce n'est pas juste coder. C'est écouter le client, faire des spécifications fonctionnelles, apprendre le besoin. Ce n'est pas juste pisser du code. Sinon, peut-être qu'un jour, les IA, elles coderont plus vite que vous et peut-être mieux. Mais en fait, qui va concevoir l'application? Qui va faire les revues de code? Comment travailler à plusieurs en groupe projet? C'est ça le métier de développeur. Ce n'est pas juste faire du code. Et donc, dans votre métier aussi, regardez quelle est la part qui peut être automatisée et comment peut-être travailler avec des IA qui vont coder un petit peu à votre place. On dit souvent les développeurs, c'est les gens les plus feignants du monde parce qu'ils font tout pour ne pas refaire deux fois la même chose. C'est pas vrai? Hein? On le dit ça, hein? On le dit. Bah, en fait, c'est ce que vont faire tout le monde et toutes les entreprises. En fait. Quand on automatise, ça veut dire qu'on n'a pas envie de refaire deux fois la même chose parce que ça n'a pas de valeur. Donc, vous aussi, peut-être si vous trouvez des IA qui codent plus vite que vous, vous pourrez travailler, mais il faudra chauffer l'affaire, il faudra regarder parce que les IA, elles font des erreurs et on voit très bien toutes les IA qui fonctionnent sur nos téléphones, elles sont entraînées aussi par des humains. Vous savez très bien que pour qu'une IA reconnaisse une photo de chat, il a fallu qu'elle voit des millions et des millions de photos de chats et qu'il y ait plein de gens aussi qui lui disent ça c'est un chat, ça c'est pas un chat. Parce que sinon, parfois, elle confond, enfin il y a des exemples qui sont connus, hein, entre les chinchillas, je crois les chiens et les muffins. Une IA, elle confond les deux des fois, elle confond un muffin avec un chien. Donc les IA, c'est quand même pas… Voilà. Donc voilà, regardez comment vous pouvez travailler avec les IA. Qu'est-ce que les IA vont vous prendre dans votre métier à vous, même vous en tech? Vous allez avoir une partie de l'automatisation et quelle est la valeur sur laquelle vous allez être? Et la valeur, c'est ce que vous avez, vous, à YouCode. Travailler ensemble, vous écouter, sentir les choses, faire les specs, écouter le besoin, avoir des idées, être créatif, monter des entreprises. Une IA, elle ne montera jamais une entreprise. Une IA, elle ne fera jamais un groupe projet. Ou ça, par contre, c'est impossible à automatiser. Donc, c'est bien d'apprendre le code, mais aussi voilà, les soft skills, l'interaction, le mode projet, l'entrepreneuriat, tout ça, c'est des trucs qui ne sont pas possibles à automatiser. Donc, moi, je pense que ce sera… Des métiers qui ont plein d'avenir et la partie d'automatisation, elle sera résiduelle dans ces métiers-là. C'est des métiers créatifs.
Merci Fred. Je vais clôturer avec une dernière question qui m'intrigue depuis un moment. Je voulais te la poser, Fred. Donc là, sur la notion de la compétence, le maharat, alors la compétence, on parle aujourd'hui de la durée de vie d'une compétence, surtout dans le milieu tech. Donc la moyenne, tu me corriges, la moyenne, on parle de 3 ans et demi à 4 ans. Quand vous avez une compétence, que vous la maîtrisez, donc la durée de vie, elle est de 3 ans, 4 ans. Après, elle devient obsolète parfois. Voilà. Donc on parle de l'obsolescence des compétences. Est-ce que je voulais avoir ton avis donc, personnel, Fred, qu'est-ce que tu en penses par rapport à ça? Aux États-Unis, déjà, on parle en fait des slashers qui est en train un petit peu de faire le tour des métiers et prendre des briques ou bien des stacks de compétences de chaque métier. Voilà. Il y a des gens qui ont envie d'être plombier, ils veulent être menuisier en même temps, ils veulent être donc, chaudronnier en même temps. Voilà. Donc, ils prennent des blocs de compétences, ils veulent travailler que sur ça. Est-ce que tu crois aujourd'hui que cette tendance peut rapidement tu peux être généralisée, en tout cas en Afrique, au Maroc particulièrement, sur des métiers donc tech et dire ces personnes vont être polyvalentes et ils vont avoir des briques de compétences de chaque métier et ils vont faire peut-être, on va pas appeler ça métier, on va vers une personne qui a il a des blocs et à l'entreprise de venir chercher en fait le bloc qui l'intéresse. Donc ils peuvent faire le travail pour 2 ou 3 entreprises en même temps. Ça existe déjà aux États-Unis. Voilà, je sais pas donc ce que tu peux nous dire là-dessus par rapport à ça. Merci. Je valide le fait que les métiers sont composés de compétences. Donc ça, ce qu'on vous apprend à YouCode et ce qu'on apprend dans le réseau Saplan, on vous apprend un métier et des compétences. On ne vous apprend pas des connaissances. Et quand j'entends que vous avez des spécialisations sur, par exemple, Java ou J2E, le langage Java, il a énormément évolué ces 15 dernières années. Les gens qui ont codé en Java il y a 10 ans, pour le coup, ça n'a quand même pas grand-chose à voir. Donc, en fait, cette partie-là qui se met à jour très, très régulièrement, il faut effectivement, la première compétence que vous devez avoir, c'est apprendre à apprendre. Être tout le temps en train d'être curieux et de vous mettre à jour et d'être le plus près possible de ce qui se passe dans la vraie vie. C'est pour ça l'entrepreneur disait, voilà, il faut que tu ailles voir dans la vraie vie un directeur de la RSE, un directeur de la com et que tu testes parce que ça, c'est le juge de paix suprême, quoi. Donc la compétence, il y a des compétences qui doivent s'actualiser en permanence. C'est pour ça qu'à la limite, on s'en fout de Java, on s'en fout d'Angular, on s'en fout de .NET ou on s'en fout de C#. L'important, c'est quoi le métier d'un développeur, c'est quoi les compétences d'un développeur et le langage. Après, vous pouvez changer de langage. On a des gens dans les écoles Simplon, ils ont fait Java et ils sont embauchés sur JavaScript. C'est-à-dire qu'ils n'ont jamais fait de JavaScript, mais comme ils savent regarder les tutoriels, la documentation, ils connaissent le métier, ils savent qu'en fait, un langage, c'est un langage. C'est comme parler anglais ou français ou russe. Enfin, je veux dire, ça, c'est des langues. Les langues, vous pouvez les changer. Savoir parler avec quelqu'un ou savoir être un développeur ou une développeuse, c'est ça le vrai métier. Donc, la compétence, c'est amener une valeur ajoutée, peu importe, on va dire, le langage ou la technologie. Donc, ça, je pense que c'est une approche par compétence et une approche par métier, c'est mieux qu'une approche par technologie. En ce moment, tout le monde parle de AWS, de je sais pas, Azure, etc. L'important, c'est de savoir travailler sur AWS, sur Azure, sur Google Cloud, sur un cloud privé, peu importe. C'est connaître le cloud, c'est pas connaître un cloud. Donc ça, c'est la première chose. Et après, je crois assez à ce que tu dis, Kassem. On parle de l'ubérisation, donc peut-être pas forcément beaucoup au Maroc, je ne sais pas si c'est très développé, mais le fait d'avoir des tous auto-entrepreneurs et de travailler avec une structure qui va vous donner des tâches à faire ou donner du travail à faire. Pour l'instant, ce n'est pas au bénéfice des salariés. Souvent, les gens qui sont ubérisés, ils sont mal payés, ils sont précarisés. Mais il y a un moyen, quand on a des compétences qui sont très recherchées, de changer le rapport de force et de dire mes compétences, je sais qu'elles sont pointues, je sais qu'elles sont valorisables. Et donc, je vais aller sur une plateforme et je vais vendre mes compétences les plus pointues à plein d'employeurs. Et donc, on a, par exemple, en France, des CDI. L'intérim, vous savez, vous faites des missions dans une entreprise et après, vous faites une autre mission. Maintenant, on a des CDI intérimaires. C'est des gens qui ont un CDI, mais ils ne travaillent pas avec un employeur, ils travaillent avec 3 employeurs. C'est-à-dire qu'on a ajouté 3 temps partiels pour faire un temps complet. Et ça, je pense que c'est le sens de l'histoire, que l'ubérisation, elle se retourne du côté du salarié et que le salarié qui a des compétences ou la personne qui a des compétences, elle va les vendre plus offrant. Peut-être elle va faire le mercenaire sur des plateformes qui existent déjà. Donc voilà, le plus important, c'est être compétent, avoir des compétences qui sont complémentaires de celles des machines. Si vous savez faire la même chose qu'un algorithme et qu'une machine, ça ne va pas bien se passer, c'est sûr. Si vous savez faire des choses différentes, à ce moment-là, vous pourrez peut-être choisir votre employeur, créer votre propre emploi ou avoir plusieurs employeurs et être un slasher, comme disait Kassem. Inch'Allah.
Super, merci Fred, merci pour ce temps, merci pour ces explications, merci pour ce panorama, merci pour partager avec nous ta vision, toi, du numérique. Je pense que, j'espère en tout cas que ça a été bénéfique pour nos participants en ligne. Alors, ce qu'il faut noter aussi, c'est un premier webinaire voilà, donc, qui traite de cette thématique de YouSophia et de YouCode. Il y aura d'autres, on va reprogrammer d'autres webinaires, donc ça c'est une promesse. Et je remercie aussi les apprenants qui viennent d'intégrer YouCode et son première année. Et je pense qu'il y a beaucoup de courage, il y a beaucoup de volonté, donc ils veulent tester cette expérience de YouCode. Je pense qu'ils ne se sont pas trompés du tout du porte. Vous êtes à la bonne porte, vous êtes à la bonne place et au bon moment. Il faut vraiment y aller. En fait. Vous avez 2 années devant vous. Vous avez donc eu la chance, je crois que c'est la première promotion qui va être inaugurée, donc qui a pu être inaugurée avec la présence de Simplon et son président cofondateur donc, qui a pensé à ça, et avec aussi la participation de l'équipe YouCode et le partenaire OCP. Merci à toutes et merci à tous et je vous dis à bientôt et merci. Nous excusons pour le débordement de temps, mais parfois c'est tellement intéressant, on n'a pas envie de couper donc un petit peu à l'heure privée, mais voilà, on va essayer un petit peu la prochaine fois de respecter le timing. Merci et à bientôt. Merci.